Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Vincent, de Ghislain et de Yann, 3 professeurs au collège qui utilisent justement le jeu vidéo à des fins éducatives. Oui, le jeu vidéo. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, juste avant de parler du projet? Donc, c'est vraiment un très très beau projet. Donc, déjà, pour resituer, on s'est rencontrés lors de l'atelier de Level Design organisé à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec Isart Digital. Et donc, c'est vous qui étiez venus avec des élèves de votre classe, donc d'une classe du collège. Et les élèves étaient âgés de... C'était quelle classe? C'était 4e? C'était 5e. C'était 5e. Ils avaient 12 ans, en gros. Et donc là, ils ont appris un petit peu à voir comment fonctionnait le level design avec des ateliers pratiques, donc avec la possibilité justement de créer une espèce de plateau de jeu avec de la pâte à modeler et une bille, et donc d'apprendre un petit peu les règles de level design et l'importance du level design dans un jeu vidéo. Et donc moi j'étais très surpris quand vous êtes venus, on a commencé à discuter un petit peu, et d'apprendre le fait que c'était pas juste une sortie scolaire, non, ça s'inscrivait vraiment dans tout un projet pédagogique qui était lié au jeu vidéo et à la pratique du jeu vidéo. Et est-ce que vous pouvez donc du coup très brièvement nous présenter le projet? En quoi il consiste exactement? Très brièvement, le projet il avait donc 2 objectifs à la base. C'était déjà de parler de jeux vidéo, Ouais. comme on peut parler de musique en éducation musicale ou d'art plastique en général. De parler de jeux vidéo donc d'un point de vue culturel et non pas juste comme on peut en avoir une pratique un peu abrupte comme ça où on va acheter un jeu et on va y jouer. Proposer aux élèves d'avoir un recul culturel. Et la deuxième chose, c'était d'utiliser toutes les mécaniques qui sont en jeu dans le jeu vidéo pour leur montrer que c'est un objet culturel comme un autre, comme un livre en littérature, que résoudre un problème dans un jeu vidéo, c'est la même chose que résoudre un problème en mathématiques, etc., etc. Ghislain qui est prof de mathématiques. Voilà. Et toi Vincent, prof de français? Oui, tout à bien fait, ça. professeur de français. Et Yann, tu es assistant d'éducation. Assistant d'éducation. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors juste pour vous donner un titre d'exemple, donc le projet s'appelle Éducation à la pratique vidéoludique, et donc il y a plusieurs périodes. Donc il y a une présentation sur l'influence du jeu vidéo sur le comportement et l'organisme du joueur, donc c'est un petit peu un truc d'avertissement, mais pas dramatique. Donc comme on peut le voir en traitement sur TF1, etc. Et donc d'apprendre aussi la notion de PEGI, etc. Ensuite, il y a le gameplay dans le jeu vidéo, il y a la notion de challenge dans le jeu vidéo. Et donc j'aime beaucoup la notion de challenge, on y reviendra, mais rapidement pour vous donner un petit peu une idée du projet. L'idée, c'est de faire réfléchir les élèves sur les mécanismes qui sollicitent leur motivation pour surmonter des obstacles dans les jeux vidéo, afin de réinvestir cette attitude dans justement le travail scolaire. Donc quelque part, à faire... parvenir à franchir un niveau dans un Megaman, c'est la démarche est la même que résoudre un exercice de mathématiques, par exemple. Exactement. On a aussi un problème plutôt. tout à fait un problème. Ouais. On a la liberté dans le jeu vidéo, et donc avec la nécessité d'apprendre aux élèves justement que le fait que la liberté n'existe réellement qu'avec un ensemble de règles que tout le monde respecte. Et donc ça, c'est un truc qui est lié au jeu vidéo, mais qui est aussi lié à la vie de tous, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que citoyen. L'éthique dans le jeu vidéo, et le jeu vidéo pont entre différents arts. Donc évidemment, le jeu vidéo, c'est l'intersection de plein d'arts différents, que ce soit la littérature pour la narration, la musique, les graphismes, tout, ça, les arts plastiques, etc. Et ensuite, il y a tout un tas d'ateliers qui ont été mis en place, donc certains plus ou moins aboutis, mais en tout cas, la démarche au départ était là. Donc avec un atelier consacré à la création d'un jeu d'aventure textuel, un atelier également sous forme d'entraînement sportif avec Tetris, ainsi un atelier sur la création d'un RPG avec RPG Maker, et la création d'une œuvre numérique pour une exposition qui tourne autour du concept de Minecraft. Et là, vous utilisez plus Minetest. Qui est un clone gratuit. Moi, je trouve absolument génial ce projet, et en effet, on voit tout de suite l'intérêt pour les élèves. Donc, déjà, tu les accroches par rapport à une thématique qu'ils maîtrisent, qui est celle du jeu vidéo. Et donc, est-ce que ça a été difficile de faire passer ce projet, alors déjà, auprès des instances du collège et des parents d'élèves? Alors auprès des instances du collège, pas du tout. On est vraiment dans un collège qui a une dynamique de projet, qui a une dynamique d'ouverture. Et quand on est venu avec le projet, on l'avait quand même pas mal travaillé en amont, et on s'était notamment, avec Vincent, on avait beaucoup réfléchi à toutes les questions et tous les blocages qui pourraient être mis en œuvre. Ouais. Et on a vraiment essayé de tout dégoupiller déjà à la base. Mais au final, je pense que c'était même pas la peine. Quand on est arrivé, la direction nous a fait tout de suite confiance, nous a dit très bien, bien sûr,
Voilà. Cool. Alors, Les parents d'élèves? Auprès des parents d'élèves, je n'ai pas eu de retour négatif. Je sais pas, si tu as ressenti des choses, hein? Non, pas vraiment. mais pour en avoir vu quelques-uns sur le salon du jeu vidéo qui a eu lieu dans notre commune, auquel on a pu participer en tant qu'invité d'honneur, les parents d'élèves étaient assez contents en fait d'un tel projet, mais parce que c'est un projet vivant avec un réel but pédagogique et de ce fait, ils apprécient de voir leurs enfants travailler, même en parlant de jeux vidéo. Tout à fait. Oui. Et du coup, est-ce qu'auprès des élèves, ça a été difficile à faire passer? Parce que c'est vrai que lorsqu'on pratique, par exemple, le jeu vidéo, c'est tout de suite associé à la sphère privée, à la sphère entertainment, genre on s'amuse en jouant aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo au sein du collège, un endroit où on travaille, j'imagine que ça peut poser éventuellement problème à certains élèves. Oui, alors c'est vrai qu'on a un petit peu discuté de ça au tout début, ça faisait partie des problèmes qu'on voulait désamorcer, donc comme on en parlait avec Vincent, c'est pour ça qu'on a, pour résoudre tous les problèmes liés à ça, les problèmes de compréhension du projet, les craintes justement que les élèves viennent et se disent « super, un projet jeu vidéo, on va jouer ». J'ai eu 3 mois un élève qui m'a répété pendant 3 mois « Monsieur, quand est-ce qu'on joue à Call of? Quand est-ce qu'on joue à Call of ?» D'accord, ouais. Bon, C'était le risque. voilà, et du coup c'est vrai que le premier temps de réflexion, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était vraiment un temps de réflexion sur la pratique, voilà, et non pas un temps de pratique. Oui. Ce qui permettait en plus justement de communiquer avec les parents d'élèves, qui eux se posent des questions sur le jeu vidéo, sur les pays, etc. Et notre premier temps, du coup, pour désamorcer tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, ça a été de travailler sur la communication et sur la culture du jeu vidéo. Voilà. Ok. Et Vincent, donc, du c'est coup, plus toi qui es spécialiste de ça. Alors ce qui m'avait frappé, c'est que le but, c'était effectivement de leur faire réfléchir sur l'effet que le jeu vidéo pouvait faire sur eux, dans le sens où effectivement le but, c'était effectivement de montrer les conséquences, mais surtout de dédramatiser, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la situation. C'est de montrer que ces conséquences, on voulait qu'ils les observent de manière absolument libre. Et le but n'était pas d'être moralisateur en leur disant « attention, ne jouez pas, c'est dangereux, il va vous arriver des problèmes si vous jouez à tel ou tel jeu ». C'était vraiment pas un discours moralisateur qu'on attendait d'eux, mais vraiment une réflexion libre et la plus objective possible sur la question. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'au départ, ils ont voulu répondre à des attentes, où justement, ils ont fait de la recherche, en disant « ah oui, le jeu vidéo, ça rend agressif, ça rend violent, ça rend addictif ». Ils essayaient de s'identifier à parce qu'on leur a demandé de faire des recherches sur cette conséquence, ils essayaient de s'identifier à ces recherches, alors qu'on leur demandait simplement de savoir pourquoi ils jouaient. Et par exemple, on a eu beaucoup de mal à simplement leur faire dire « je joue parce que ça m'amuse, parce que c'est fun, parce que ça me fait plaisir ». Le côté amusant Et au bout de 2 mois de travail voilà, à peu près. parce qu'ils se disent vraiment. c'est scolaire, donc forcément c'est lié à une idée de contrainte, l'idée de faire attention, et du coup ils n'étaient pas libérés dans l'expression de leur expérience. Ça a mis un peu de temps, mais ça a fini par venir. Et c'était scolaire, il y a et eu aussi des je pense que résultats. c'est aussi lié à la vision qu'ils ont eux-mêmes finalement de leur pratique. Je pense que même au bout de plusieurs semaines de travail, même les élèves qui disaient oui c'est amusant, à la fin c'était oui il faut faire attention. Ouais. C'est bon. Voilà. C'est quelque part, c'est le cas de quasiment tous les loisirs, c'est pas propre aux Exactement. jeux vidéo. On culpabilise, ce qui est assez aberrant de temps en temps parce qu'on va regarder un film, une série, parce qu'on s'investit sur autre chose que nos relations avec la sphère privée, nos relations sociales ou simplement le travail. Ces espaces de liberté qu'on peut s'offrir de temps en temps sont difficiles à gérer. Donc c'est bien tout de suite, très jeune, que les enfants puissent commencer à réfléchir à ça et à se dire bah oui, on peut s'octroyer des plages de divertissement et en plus ce divertissement peut avoir des conséquences très positives et là pour le jeu vidéo il y en a d'innombrables. Est-ce que du coup ils ont réussi à définir justement au-delà du côté genre oui je m'amuse en jouant aux jeux vidéo, de voir certaines conséquences positives, tu vois, quand ils font de recherche également, il n'y a pas que du genre l'addiction, etc. Il y a d'autres choses qui viennent, j'imagine peut-être les réflexes, la gestion de la 3D, la mémoire. C'était assez rare, ciblé, mais ils étaient là, et quand elles étaient là, elles étaient très intéressantes. C'était, je pense à un élève en particulier, je pense à
qui s'appelait Belkacem en 5e 6, qui justement a dit rapidement que ça a cultivé des réflexes, que ça a cultivé des réflexes dans tel ou tel domaine et que ça me permet d'être plus rapide dans telle ou telle situation. Et ce qui est vrai, c'est que bon, les jeux de tir, ça cultive la rapidité en matière de réflexe. Ou ça je crois que c'est lui-même qui l'a dit, l'élève, ça cultive aussi ça donne un petit peu de culture, ça lui a donné un petit peu de culture sur d'autres choses. C'était assez rare, faut en convenir, mais il y en a eu. Okay. Oui. Et c'est intéressant aussi, un autre truc, c'est le fait d'utiliser le jeu vidéo dans le cadre du collège, ça permet également d'ouvrir, en fait, de faire découvrir le média aux jeunes. C'est-à-dire que beaucoup se focalisent sur des titres très populaires, on va parler Call of Duty, PES, FIFA, etc. Et en fait, c'est pour les parents comme en fait pour les jeunes qui pratiquent le jeu vidéo, de temps en temps, le jeu vidéo, c'est juste ça. Et donc vous avez choisi, donc justement dans le cadre du projet, un certain nombre de jeux types, de jeux référents. Et là, c'est carrément autre chose. Vous avez choisi comment ces jeux? Donc on a Overworld, on a Minecraft, on a Ghouls and Ghosts, on a plein de vieux jeux aussi. On a Megaman, c'est et Tetris. Comment ces jeux ont été choisis et ensuite comment vous avez choisi les thématiques avec lesquelles vous allez les faire fonctionner, se répondre? Ouais, alors Tetris, pour un mathématicien, je dirais quelque part, ça s'impose un petit peu. Voilà. Et ça a été vraiment le jeu qui s'est imposé. Les 3 dimensions qu'on voulait travailler, c'était... dedans, il y avait la dimension sportive du jeu vidéo, notamment mettre les élèves en situation, quand on est face à un Tetris. Il n'y a pas que le fait de jouer qui va permettre de progresser, il y a aussi le fait de s'entraîner, le fait de réfléchir à des figures, de réfléchir à des patterns, des choses comme ça. Et c'est pas loin finalement de ce que peuvent faire des rugbymen quand ils s'entraînent et qu'ils réfléchissent à des stratégies, etc. Et la notion d'anticiper aussi avec la présence justement des prochaines figures qui vont tomber. Donc voilà, exactement. Et cette idée en plus que non seulement on joue avec le coup d'avance, mais qu'il faut construire le coup parce qu'au début on s'amuse à faire 2 lignes, et puis rapidement notre but c'est d'en faire 4 quoi. Donc celui-là, ça s'est vraiment imposé. Et après, dans on est vraiment parti des différents thèmes qui étaient là. Alors évidemment, on avait des jeux dont on voulait absolument parler. Évidemment, l'intérêt, c'est que tous les 3, on a chacun une vision un petit peu différente du jeu vidéo, avec évidemment beaucoup de coïncidences. Mais quelle est votre machine de cœur? C'est juste pour vous resituer un petit peu la machine de cœur, c'est la Famicom. La Famicom. Voilà. Machine de cœur, moi je dirais que j'ai démarré sur la Mega Drive et c'est vrai que beaucoup de mes plus beaux souvenirs sont sur ce support. Moi c'est la Super NES. La Super NES. Ouais. Voilà. Très bien. Et donc du coup, ok pour Tetris, On Overworld, vous l'avez sélectionné dans quel cadre? Vas-y. Alors c'était à propos du gameplay. Alors je précise tout de suite que pour le choix des jeux, il y avait aussi des contraintes techniques, à savoir très difficile d'émuler de la 3D et de faire expérimenter de la 3D. Et donc on était... Les bécanes ne suivaient pas le collège, c'est ça? Les bécanes ne suivent pas, ou alors simplement le fait d'être obligé de configurer plusieurs machines avec des codecs, etc., demander un temps de préparation qu'on n'avait pas. Voilà, on a quand même la chaire de prof de maths et de prof de français et le poste d'assistant d'éducation à côté. Donc on ne pouvait pas multiplier les heures de préparation, malheureusement. C'est la première contrainte. La deuxième, c'est évidemment celle des PEGI. Et à partir du moment où on a basculé vers la 3D, il y avait une barre au niveau de la censure qui nous empêchait d'utiliser beaucoup de jeux. GTA, c'était pas possible déjà. GTA, c'était pas possible. Déjà, je pense pas intéressant, mais ça aurait été intéressant. Moi, j'aurais peut-être pas aimé le choisir dans le sens où ça rentrait justement dans le cadre de ce qu'ils connaissaient. Et ça revient à un 3e critère. C'était justement la dimension culturelle du jeu vidéo. C'était effectivement, comme tu disais, d'ouvrir leur horizon vers des jeux, voire même des genres de jeux dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Et c'était leur but, c'était de leur montrer que le jeu vidéo, c'est aussi tout ça. Que il y a plus. Il y a ce que vous faites, qu'il ne faut pas négliger ni mépriser. Pour moi, je pense que GTA, c'est des très grands jeux, mais qu'il faut aussi ouvrir à d'autres jeux. Et bon, pour en revenir à Another World, on l'avait inclus dans la thématique du gameplay, dans le sens où moi, en tant que professeur de français, qui donc aime les histoires et raconter des histoires,
c'était que le jeu vidéo permettait de raconter des histoires de manière très spécifique et donc de manière un petit peu interactive. Et le but, c'était de les faire jouer pour leur faire comprendre, reconstruire l'histoire simplement à partir de l'expérience de jeu. Et donc du coup, pour Anotherworld, tu les as fait jouer sans qu'ils voient l'introduction. C'est ça. Donc ils commencent direct dans le lac, Voilà, et puis tout voilà. à fait. Et c'était à eux d'essayer de reconstituer l'histoire et de voir, bon, ok, Exactement. qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait là, Voilà, pourquoi, tout à etc. fait. Voilà, en fait, on leur a même pas expliqué les maniements à la manette, Ouais. parce qu'en fait, ils sont très simples, c'est les 2 boutons et la croix. Et c'était Ensuite, à il y a eux. un petit coup de pied comme ça qui est pas évident au début. Mais bon, Oui, c'est ça. ouais. Oui. Puis du coup, vu qu'il est pas évident, on veut sauter par-dessus les limaces. Et toi, Yann, t'as pas réussi à faire passer Street alors? Non, justement, ça aurait été avec plaisir, mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup de stratégies dans les jeux de combat. Mais donc on est resté sur le Tetris, puisque c'est moi qui m'occupe de cette partie. Bon, après, comme Vincent il a dit, c'est vrai qu'en termes de découverte des jeux vidéo, bon, si jamais on prenait des oldies, tout de suite, ça les amenait à autre chose. Et quand Ghislain il disait que le Tetris il s'est imposé par l'aspect mathématique, je dirais qu'il s'est aussi imposé au niveau de l'historique. Parce que voilà, on dit éducation à la pratique vidéoludique, et que si on veut ouvrir un petit peu l'esprit des élèves par rapport aux jeux vidéo, c'était leur montrer que aujourd'hui, c'est même plus la PS3, c'est la PS4 et la Xbox One. Le jeu vidéo, évidemment, ça n'a pas commencé par là, ça a commencé même avant Tetris, mais en tout cas, bon voilà, quand on prend un Tetris sur Game Boy, à partir de là, on peut débloquer des mécanismes qui peuvent nous permettre de jouer à des Prince of Persia, Assassin's Creed, et j'en passe. Et voilà. Okay. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre exemple, par exemple, pour tout ce qui est l'éthique dans le jeu vidéo? Vous avez choisi quel titre référent? Alors, tu veux parler? Oui, donc pour l'éthique dans le jeu vidéo, je me rappelle qu'il y a un jeu que je voulais présenter aux élèves, qui était Sword and Sorcery, pour un passage que je trouve absolument merveilleux, un rare passage d'émotion, on va dire, d'un point de vue vidéoludique. C'est celui de l'ours, je sais pas exactement ce que c'est comme créature. Il se retrouve acculé, enfin on le poursuit, je sais pas trop pourquoi. Il se retrouve acculé, il veut se défendre, il nous attaque, et là on se défend aussi. Et on se retrouve face à un choix, c'est est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on le tue pas, est-ce qu'on l'achève? Et en fait, il n'y a rien dans le jeu vidéo qui nous dit il faut faire ça ou il faut faire ça. Et je sais que moi, quand j'avais joué au jeu, je me suis juste dit non, c'est pas possible, je peux pas le tuer, quoi. Je préfère arrêter de jouer plutôt que de le tuer. Et donc j'ai attendu, et là il y a le message justement des créateurs du jeu qui nous disent voilà, merci, vous êtes quelqu'un de bien et tout, bon voilà. Et c'est complètement gratuit en fait, mais c'est vrai que là la dimension éthique elle est là, et finalement c'est assez rare d'être récompensé finalement par rien. On est face à un choix éthique et il n'y a pas de récompense, super, j'ai un super pistolet doré qui permet de t'y viser dans la tête à tous les coups parce que j'ai été un mec bien. Non, là c'est juste, on est un mec bien, donc on est un mec bien. Okay. On voulait présenter ça, donc ça va peut-être s'avérer un peu compliqué d'un pur point de vue, période de jeu, parce que il faudrait que les élèves puissent appréhender le jeu, donc ça demande du temps. C'est vrai que du coup, le rythme de jeu là est assez lent, c'est du écran tactile, etc. C'est du point and click, c'est intéressant, c'est un bon exemple. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme choix? Alors je ne me rappelle plus exactement. Finalement, d'un point de vue concret, je pense qu'on va pouvoir techniquement faire, c'est passer par Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est celui qu'on va choisir, enfin je pense, c'est l'un de ceux qu'on va choisir. Ça va être à la rentrée là d'ailleurs. Tout simplement, bon déjà, d'un point de vue technique, on pourra le faire tourner. Et qu'effectivement, on peut terminer le jeu disons que ce qui était intéressant, c'est de montrer que le jeu ne pénalise pas la mauvaise action. Et c'est le joueur qui doit assumer la responsabilité de son action. Alors évidemment, GTA aurait pu très bien se prêter, mais bon, pour des raisons évidentes de Peggy, on ne peut pas le faire. Mais au-delà, voilà, il y a aussi ça dans le jeu. Et c'est même assez ambigu au début. Je me souviens au début c'est le créateur met vicieusement l'esclave Mudokon au niveau d'une plateforme
qui chute et qui meurt si on appuie sur un levier. Et effectivement, là, après, c'est au choix du joueur. Soit il va trouver ça rigolo et continuer, donc avancer dans le jeu. Soit il a compris le principe qu'il faut les sauver et il va dire non, je peux pas faire ça, je vais recommencer le jeu. Et c'est de faire réfléchir sur cette notion de responsabilité. Je trouve on trouvait que le jeu vidéo était assez unique aussi dans sa manière d'aborder ces questions-là, éthiques et la responsabilité de ses actes dans un jeu. Voilà. Et on trouvait que c'était intéressant. Ouais, carrément. Vous avez choisi un autre exemple aussi. Alors, il a été utilisé dans quel cadre? C'est Thomas Was Alone. Un jeu que j'aime beaucoup. Il a des petits défauts en termes de gameplay, mais en tout cas en termes de narration, pour le coup, c'est juste spectaculaire. Et vous l'avez utilisé dans quel cadre, celui-là? Parce que je l'ai vu aussi dans la liste. Ça m'a fait très plaisir de voir dans la liste. Thomas Was Alone, en fait, il venait à plusieurs... comment dire, dans plusieurs dimensions, je dirais. Il y avait déjà la première chose, c'était que le projet à la base se voulait aussi, rejaillir sur toutes les autres disciplines. Oui. Ce qui s'est pas forcément fait. Bon, c'était la première année, faut le temps que les choses se mettent en place. Et Thomas Was Alone, la première chose frappante, je pense, au-delà de l'univers graphique, c'est vraiment la musique, qui est absolument merveilleuse. Et une des choses à laquelle je tenais aussi énormément, c'était de faire travailler les élèves sur la narration en cours d'anglais. Voilà, donc ça permettait justement de travailler sur une base assez lourde, on va dire. Il y avait ça, et ensuite, pour ce qui était dans le cadre de notre calendrier, il était dans la notion de gameplay à la suite d'Another World. Puisque ce jeu, le puzzle game en fait est construit de façon hyper intéressante. C'est-à-dire que chaque puzzle finalement va servir à construire une relation entre les personnages qui sont présents. On va voir Chris qui est très très malheureux de servir à rien. Bon tout d'un coup il y a un niveau où il sert à rien et où il sert à quelque chose. Donc tout d'un coup il est content. Et puis non, c'est quand même Thomas qui va finir le niveau en servant de et du coup Chris le vit à nouveau mal. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, tous les personnages dans Thomas Was Alone sont vraiment des figures géométriques. On a des carrés, on a des triangles, etc. Et par la force de la narration, donc tout le jeu est narré par un personnage, par le personnage principal. Ils arrivent à créer des personnalités pour chacun de ces petits objets qui n'ont pas de forme définie réellement. Donc ça, c'était assez spectaculaire. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu, comment les messages que vous voulez faire passer aux élèves par le biais du jeu vidéo, est-ce que ça trouve ses fruits un petit peu au final? Est-ce que ça les aide à mieux apprécier la vie au collège, à mieux apprendre? Qu'est-ce qu'ils en dégagent eux-mêmes, les élèves? Alors, pour ce qui est de ce qu'on voulait, c'était surtout au niveau de la notion de challenge qu'on avait mis ça en place. C'était de savoir qu'est-ce qui nous motivait pour surmonter des difficultés et des épreuves. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a voulu mettre en place, confronter les élèves à une série de jeux plus ou moins difficiles. Voilà. Où on voulait quand même rendre ça accessible selon le type d'élève ce qui était intéressant, d'ailleurs se prétendait bon joueur ou gamer confirmé ou moins confirmé, ce qui s'avère être déjà pas toujours vrai dans les faits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les élèves, devant la difficulté, même si on est devant un jeu, devant quelque chose donc d'apparemment ludique, il y avait une forme d'abandon assez rapide, c'est-à-dire qu'ils ne construisaient pas sur pourquoi j'ai perdu, comment je peux faire pour aller plus loin, j'ai envie d'aller affronter le boss, j'ai envie d'aller plus loin. Moi, c'est ce qui me motivait quand j'étais plus petit, je veux trouver le boss final, je veux me confronter à des ennemis plus puissants, j'ai envie d'avancer. On avait quelques élèves qui étaient quand même dans cette démarche. Il y en avait, je ne faut pas que je généralise trop. Il y en a deux qui voulaient nous. Tu as bien raison, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus, oui, tout à fait. Et peut-être rajouter. En fait, donc par rapport à cette notion de challenge et donc la série de jeux qu'on les a fait tester, donc il y a une analyse qu'on leur a demandé et l'objectif c'était que les élèves ils se rendent compte dans un premier temps que les mécanismes qu'ils peuvent développer sur un jeu, ils peuvent les réinvestir dans d'autres jeux
et que voilà, la manière de développer ces mécanismes, on en a brièvement parlé tout à l'heure, comme Vincent il disait, le fait de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir aller plus loin dans le jeu vidéo, ça suppose que si jamais tu es mort à un endroit, il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu es mort à cet endroit-là, et forcément tu vas reprendre avant, et voilà, tu vas chercher à aller plus loin en testant quelque chose de nouveau, mais ce temps de réflexion et ce temps d'entraînement que tu vas passer pour aller plus loin, sur du jeu vidéo, c'est le même principe quand tu as un souci en termes d'expression écrite ou en mathématiques, où il va falloir que tu fasses des exercices pour pouvoir avoir une bonne note à un contrôle, donc quelque chose de plus global. Et c'est vers tout ça qu'on voulait les amener, c'est-à-dire que la manière dont ils jouent, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir devenir meilleurs en jeu vidéo, l'investissement qu'ils vont mettre dedans, si jamais ils mettent cet investissement au service de leur travail scolaire, ça va pouvoir leur apporter des meilleures notes. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure Ghislain en parlant un petit peu de la notion sportive, parce que voilà, un sportif quand il s'entraîne, il développe des capacités et il devient meilleur. Donc voilà, et puis il y a des choses au final qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, parce que pour pouvoir revenir sur du Tetris, comme je dis souvent, quand on range son frigo ou quand on met les affaires pour partir en vacances dans le coffre, ça reste du Tetris. Et voilà, donc c'est un peu ce genre de choses et qu'on leur explique et qu'on essaye de vraiment leur faire se rendre compte de ça, parce que ils sont encore jeunes, mais si on arrive à leur faire comprendre que par le jeu vidéo ils peuvent développer un petit peu tout ça, ils auront une approche différente et pourront diffuser un autre message à leurs parents et aux autres. Voilà. C'est vrai que globalement, finir Mega Man 2, c'est quand même bien plus difficile que le programme de maths en 5e, par exemple. C'est vraiment ça, et on est vraiment face au même mécanisme, quoi. Il y a du par cœur, il y a des choses à analyser, il y a des mécaniques à comprendre, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est... Okay. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Moi, je trouve que le projet est absolument génial. J'espère que ça va pouvoir se poursuivre sur les années qui viennent. Je sais que ça va se poursuivre de toute façon pendant un certain temps. Et donc, de faire aboutir certains des ateliers de manière plus globale. Je suis vraiment très curieux de voir justement l'œuvre numérique, le RPG et ici le jeu d'aventure textuel. Et donc, je ne sais pas si ce sera diffusé du coup sur un site internet ou... je n'ai pas encore réfléchi. On verra. En tout cas, si c'est le cas, on vous communiquera. Très bien. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Et puis on aura sans doute l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Merci, salut tout le monde.